Japon, c'est beaucoup d'émotions pour moi. C'est la troisième fois, mais on s'en lasse jamais. C'est toujours un choc. Donc, je suis à l'aéroport de Narita, qui est assez excentré. Je suis dans le train qui va m'amener directement au centre-ville de Tokyo, à Ueno, où je séjourne comme à chaque fois. C'est mon quartier préféré avec toutes ces petites terres, notamment à Yanaka. J'espère que vous allez aimer cette nouvelle aventure avec moi. On va faire plein de choses. Je suis là pour faire du woofing, je suis là pour voir des potes, je suis là pour faire du son. Un mois au Japon, les gars, ça fait longtemps que j'attends de faire ça. Un vrai trip, une immersion complète. On va voir le thé dans tous ses états au Japon. Évidemment, je suis là pour ça. C'est le thé qui va nous intéresser, c'est le thé que je vais vous montrer. Le thé au quotidien, le thé dans les champs, le thé avec les gens. On va kiffer ça ensemble. Je vais vous partager le Nihon no Ocha. J'ai vraiment hâte de voir ce qui m'attend et ce qui vous attend aussi, parce que je vous emmène avec moi un peu partout. J'espère que vous êtes prêts. Nihon ni imasu. Ikimashou. Ah, je suis presque à deux doigts de pousser la petite larmichette là. Ça fait chaud au cœur. Un endroit où règne la paix en plein Tokyo. Avec ce Bouddha. Vous pouvez pas me dire peut-être géant parce qu'il est bien plus grand. Mais quand même les gars, c'est pas rien. C'est un peu comme rentrer au bercail. Me voici au Ryokan Sawanoya. C'est mon étape numéro 1 à chacun de mes voyages au Japon. C'est un établissement qui me plaît beaucoup, qui m'inspire beaucoup pour certains projets d'avenir. Je vous en dirai sûrement plus tard. C'est reparti pour un séjour magnifique et avec vous. Voilà, Yanaka, c'est ça. C'est des plantes, des fleurs partout, dans tous les coins de rue. Nouvelle bouteille de thé, cette fois-ci parfumée au jasmin. Je trouve ça vachement rafraîchissant quand il fait chaud comme ça. C'est assez kiffant. Je bois ça comme un gros pécor. Quand le thermomètre dépasse la barre des 30 degrés large, ça c'est votre salut les mecs. C'est votre salut. Douce odeur et ce doux parfum de jasmin m'enivre et me met bien. C'est très compliqué de trouver du thé froid simplement infusé sans aucun ajout, aucun sucre ajouté, aucun additif, c'est juste du thé et de l'eau. On va effectivement voir le thé japonais sous toutes ses coutures durant ce voyage. C'en est une forme parmi tant d'autres, mais elle est importante parce qu'elle montre que c'est un produit du quotidien qu'on peut obtenir comme ça dans un distributeur, dans la vie de tous les jours. C'est ce qui maintient sa consommation quand même assez haute. C'est pour ce genre de choses que je viens sur place évidemment. Vraiment un plaisir quand vous trouvez une petite boutique de thé comme ça dans un quartier pas trop touristique. Vous tombez face à un passionné qui travaille directement avec les producteurs. J'ai pu donc récupérer un thé qui est très difficile à trouver par exemple en import en France. Vraiment un thé spécifique de Saitama, juste au-dessus de Tokyo. C'est pas une région qui est ultra connue pour la production de thé, en tout cas au niveau international. J'ai eu la chance de le goûter, c'est ça qui est génial aussi sur des petites boutiques comme ça auprès d'un passionné, c'est qu'il vous fait goûter les choses. C'est vraiment un bel échange et c'est vraiment pour ça que je suis là. Donc voilà, je repars avec mon petit thé de Saitama. C'est que la première journée, j'ai déjà acheté du thé. C'est chaud pour mon cul les gars, faut que je tienne un mois.
6 h du matin. Je suis encore très décalé, je me suis réveillé vers 3 h 30. Et là du coup, la bonne idée m'est venue comme une évidence. Alors c'est génial, il n'y a personne de levé, tout est vide dans le ryokan. Je voulais vous montrer un petit peu la place du thé dans un ryokan traditionnel. Vous avez un aperçu des accessoires qui vous sont fournis pour préparer votre thé. Parfois c'est contenu dans un espèce de petit caisson en bois qui sera donc posé directement sur le tatami. Vous avez évidemment le thé traditionnellement contenu dans des boîtes en bois qui va être verni, parfois même laqué. Ici, il n'y en a pas systématiquement, mais c'est super pratique. Un conteneur de thé infusé. Ici, évidemment, la tasse avec sa petite coupelle. Et une théière traditionnelle japonaise, Kyuzu. C'est une théière à poignée qui se tient comme ça, tout simplement. C'est du thé libre-service, donc on n'est clairement pas sur un grand cru. Note végétale assez verte, typique des thés japonais. Celui-là a un aspect un peu beurré, en tout cas au nez. C'est un thé du quotidien japonais et c'est la marque d'hospitalité dans la plupart des ryokan. Longue tradition d'accueillir avec un bol de thé, une tasse de thé fumante, qui est vraiment très appréciable. On fait un petit juste avant de partir. Le thé est vraiment ancré dans la vie quotidienne. Classique mais efficace. Je suis dans Moshin Kansai, on vient de passer la gare de Shizuoka. Je me dirige vers la préfecture de Gifu. Je m'arrête avec Nagoya pour faire le changement pour aller jusqu'à Mizumaki. Voilà, je suis dans mon woofing là depuis à peu près 2 jours. Je me situe donc dans la préfecture de Gifu, autour des montagnes. Il pleut à verse depuis 2 jours. Vraiment, ça devient l'horreur. Heureusement, je suis à peu près bien équipé. Mais voilà, même ça, l'eau traverse. Je suis avec 2 Français et un Américain. Notre hôte Shige est vraiment quelqu'un d'adorable. This one is Ginkgo. We keep a good balance. This one is the tea trees, you know? Oh, this whole time they were right here. Yeah. We call it Yabukita.
Yabukita. Yabukita. Je suis plutôt ému parce que c'est ma première rencontre avec un Camellia sinensis. Le voici, le petit. Voilà. Vraiment ouf pour moi. Parce qu'évidemment ça ne pousse pas en France, en tout cas pas pour l'instant. Il y a des essais qui sont en train d'être faits. J'ai des petits contacts. Au Japon, c'est une plante qui est tout à fait prospère. En voir un en vrai, toucher les feuilles, les sentir et peut-être pouvoir les sécher, c'est quelque chose d'assez ouf pour moi et pour la chaîne Curiosity. Donc, ok. Alors j'en profite pour faire un petit instant vocabulaire parce que j'ai étoffé mon vocabulaire japonais autour du thé. Actuellement nous utilisons un sutobu qui est tout simplement un poêle à bois pour chauffer la théière. Nous allons donc faire bouillir l'eau et cela se dit oyu o wakasu. Oyu c'est l'eau chaude évidemment. Tetsubin. Tetsubin c'est le brasero tout simplement, c'est ce dont se sert la maîtresse ou le maître de thé pour préparer le thé dans la cha-shitsu ou sa-shitsu qui est donc la maison de thé, le pavillon de thé. Et donc pour terminer vous avez le irori. Irori c'est tout simplement ce petit endroit au milieu des tatamis dans une pièce qui est à visée de réception. C'est ni un poêle ni une cheminée, c'est genre juste vraiment quelque chose de très typique qui permet avec la théière suspendue au-dessus de faire bouillir l'eau, de faire chauffer certaines choses sans quitter la pièce. Donc avec les convives autour, tout ce vocabulaire est très intéressant quand on s'intéresse au thé. Alors là j'ai avec moi quelque chose de très intéressant, ce que mon hôte appelle du thé noir. Il y a un mélange entre le côté tannique et presque tabac du mugicha. C'est étrange qu'un thé noir ait cette odeur là. Donc est-ce que c'est un thé noir qui a été ensuite grillé, chauffé vraiment fort? Ça attise ma curiosité, n'est-ce pas? Avec l'eau qui a été chauffée avec le poêle à l'ancienne. Donc c'est un plaisir supplémentaire de préparer son thé avec ça. Je suis actuellement dans un secret spot assez dingue où Shige nous a emmenés. En fait, il capte de l'eau qui descend de la vallée directement, venir à la source comme ça, c'est vraiment dingue. Et voici les amis de Curiosity, sous vos yeux ébahis, le plus grand conteneur à thé, la plus grande boîte à thé, format XXL, qui est rentré dans le Guinness World Record en l'année 1999. Extremely smart. And they Et voici donc un four en céramique, four pas faire plus traditionnel que ça, à plusieurs niveaux. Donc vous allez avoir différents niveaux de chaleur, ils vont tous s'alterner. C'est une pièce magnifique, apparemment il est encore parfois utilisé. Culture de Gifu
qui est vraiment une préfecture aux multiples talents, et la céramique en fait partie. Il y a une longue et grande tradition de céramique ici, et qui dit céramique dit évidemment théière, dit évidemment boîte et conteneurs à thé, une grande partie de l'histoire japonaise du thé qui se fait ici à Gifu depuis des siècles. Ça, c'est des cadeaux. Et oui. Ah, c'est fou, vous avez vu, petite lunette de soleil, première fois que je les ressors depuis mon arrivée à Tokyo. Nous sommes très chanceux et ça va être juste top pour profiter de cette journée à Gifushi. C'est parti, on y va ensemble. Première glace au matcha du voyage. J'ai un peu tardé, mais j'y suis, ça y est. Elle est tout à fait correcte. Voilà, je sors tout juste du Shoji Temple. À l'intérieur de ce temple qui, en fait, est très petit, se trouve un Bouddha géant, environ 13,50 m. Comme on en trouve un à Nara, dans le très très connu Todaiji. Sauf que ce Bouddha géant-là est fait de bois, et non pas de bronze comme celui du Todaiji, puis recouvert d'argile et de lac. Ce qu'il faut ajouter à cela, c'est que cet endroit est absolument désert. Nous sommes quand même à une haute période de tourisme, il n'y a absolument personne qui visite ce temple. Je n'ai rencontré que des familles japonaises en très petit nombre. C'est d'un calme absolu. Si vous le comparez justement au Todaiji qui est tellement touristique, c'est une expérience qui est incroyable. Toutes les personnes que j'ai vues entrer dans le temple ont eu cette même réaction quand vous entrez là, complètement ébahis, parce que la grandeur, le rendu, la lumière, tout est fait pour que ça paraisse
gigantesques pour que vous ayez l'impression que ça vienne directement du ciel. Et c'est une sensation incroyable. Incroyable. Donc je recommande vivement le temple Shohoji à Gifushi, parce que c'est vraiment une expérience hors du commun. Après un petit thé matcha, là je me fais un petit bain japonais, un onsen. Il y a énormément de onsen dans cette ville et autour. Et là j'ai trouvé quelque chose qui a l'air d'être vraiment cool. Évidemment on peut pas filmer l'intérieur. J'ai bien hâte, c'est parti pour un petit onsen à Gifushi. Voilà, on est dans le Secret Spot, je suis en compagnie de Shige-san. Grâce à lui, on vit des expériences incroyables dans ce woofing. Je voulais vous le présenter et remercier. Anthony, arigatou gozaimasu. Shige-san. 山の中の小さな川にやってきました。水はきれいでした。小さな魚もいっぱいいますよ。周りは緑に囲まれて本当にいい静かなところです。ありがとうございます。Me voici à mi-parcours de ce voyage. J'aimerais faire un petit débrief un petit peu sur comment je vis les choses. Effectivement, je suis en train de découvrir un autre Japon, le Japon rural. Je n'avais aucune idée, j'avais entendu beaucoup de bien. Le woofing est une très bonne manière de le découvrir. Découvrir vraiment la simplicité des choses, de la vie, le contact avec la nature, ce qui fait vraiment en fait tout l'esprit japonais, ce qui a inspiré tous les grands artistes. J'ai vraiment vécu des expériences assez folles, en tout cas folles pour un citadin français. Voilà, le voyage continue. Me voici à Nagoya où on a dû dépasser au moins les 35 degrés. Évidemment, pour me rafraîchir, un petit thé. Il s'agit d'un Genmaicha. Genmaicha, vous l'avez découvert dans ma vidéo sur les salons de thé japonais à Paris. Totemo atsui. Demo, kore cha wa oishii desu. Tombé par hasard sur une petite boutique de quartier à Nagoya, une boutique de thé évidemment. Non seulement il y a des produits très fins
que vous venez de voir, mais en plus de ça, on vous offre un matcha quand même qui est absolument magnifique, qui sent très bon. Donc je vais goûter ça tout de suite, recevoir ça comme ça pour un simple achat. Voilà, c'est les petits détails qui font la différence. Comme vous pouvez le voir ici, je suis actuellement dans l'enceinte du château de Nagoya, Nagoya-jo. Je visite le parc aux alentours. Le parc en lui-même n'est pas inoubliable parce qu'il n'est pas construit d'une manière spécifique, ce n'est pas comme un jardin japonais. Et il y a cependant quelques arbres qui méritent le détour. Ce sont des camélias. Et j'ai en face de moi plusieurs races de camélias. Ohayo gozaimasu. Aujourd'hui, je quitte la péninsule d'Izu pour partir vers une autre partie de la préfecture de Shizuoka. Mais avant cela, je vous fais un petit tour du propriétaire du lieu où j'ai passé ces quelques jours. J'ai nommé Terra. On regarde ça tout de suite. À Terra, ce sont respectivement les 2 premières fois de ma vie où je suis rentré dans un tipi et dans une cabane dans les arbres. C'est vraiment quelque chose à faire. Voilà,
Terra, c'est ça, c'est la liberté, c'est la forêt. En famille, entre amis, seul, vous pouvez vous retrouver au cœur de la nature, dans le calme paisible d'une belle maison, d'un petit tipi ou d'une tree house. Je vous en prie, venez ici dès que vous en avez la possibilité. Si vous êtes de passage dans la péninsule d'Izu et que vous êtes en voiture, c'est vraiment une expérience unique. Ma dernière nuit à Minami-Izu, dans la préfecture de Shizuoka. Et ce soir, je me fais un dernier petit ohuro, donc dernier petit bain traditionnel japonais parce que je vais passer les 11 derniers jours à Tokyo. Je vais courir un peu parce que je suis à moitié à poil dehors et quand vous êtes mouillé, les moustiques vous défoncent la race. Vous et moi dans ce bain japonais. Quant à ce second woofing qui fut ma foi très court, 5 jours. 5 jours c'est assez peu, c'est assez intense. J'ai passé de très bons moments en compagnie de Akiko-san et Yamamoto-san. La première était donc la host en tant que telle et le second était un de ses employés. Des moments vraiment de partage assez forts. Je suis allé au restaurant avec eux, j'ai travaillé avec eux, je les ai aidés au quotidien. Izu, il y a énormément de choses à faire, c'est un spot pour le surf, pour la pêche, pour plein de choses différentes autour du littoral. D'être là à gérer des services, à faire des chambres, une sorte d'hôtellerie d'appoint, une hôtellerie de particulier à particulier, mais une hôtellerie quand même. Ça m'a beaucoup forgé, ça m'a beaucoup plu. Cette sensation-là, il n'y a qu'un onsen qui peut vous la faire ressentir. Plus aucune force dans les muscles. C'est parfait pour aller dormir après, mais j'ai encore des affaires à ranger. Je suis pas prêt d'aller dormir malheureusement. En tout cas, ça vous met dans un état magique. Je suis actuellement dans la périphérie de la ville de Fuji. J'ai fait une rencontre assez étonnante. Un monsieur est venu me voir sur le quai de cette ligne tout à fait particulière qui a 70 ans d'existence. Dans les wagons du train, l'exposition de son travail photographique est actuellement en cours. Donc on peut découvrir ces photos prises dans la région, tout autour du mont Fuji, en voyageant. Donc c'est vraiment un concept que je trouve vraiment très intéressant. D'expériences qui sont agréables, ces expériences ferroviaires au Japon, chose d'assez similaire à Hakone avec le train qui monte par palier comme ça. J'aime beaucoup cette culture du vieux chemin de fer. Pas très loin du mont Fuji, il y a également un train à vapeur encore d'utilisation. Je suis venu ici principalement pour voir le mont Fuji, mais pas que, vous verrez énormément de nuages. Je ne sais même pas si on va réussir à le voir, alors qu'on est littéralement à une trentaine de kilomètres du pied du volcan. Bon voilà, je suis arrivé à la gare de Hina et à partir de là, je vais marcher pendant 1 heure pour atteindre notre point de chute. C'est la passion qui parle. Parce que je dois avoir environ pas loin de 20 kilos sur moi. Je m'en vais à la découverte d'un lieu exceptionnel et pour ça, je suis prêt à tout. Bon, plus sérieusement, je me suis arrêté à une station de service en chemin pour appeler un taxi parce que j'ai pas envie de décéder. Il doit faire pas loin de 35 degrés ici à Fuji. Le temps se gâte. J'ai encore 1 heure de marche à faire avec tout ça. Absolument impossible. Je suis en train de réaliser un rêve parce que avec vous aujourd'hui je suis sur une plantation de thé au Japon. Franchement j'ai galéré pour arriver jusqu'ici et les conditions aujourd'hui sont totalement merdiques. Finalement on ne voit absolument pas le mont Fuji, donc j'aurai pas ma photo de touriste
avec les chantés devant et mon Fuji en arrière-plan. Ça reste un bonheur incommensurable pour moi. J'y suis arrivé, donc voilà, je partage cette découverte avec vous.